des marronades. Bah oui. Merci de nous avoir éclairés, quoi. Il y a matière à question et je crois qu'on va ouvrir là maintenant un temps qui te demandera d'y répondre. Je voudrais juste dire peut-être deux mots avant de donner la parole à la salle. Peut-être parler vraiment, surtout avec ce qu'on voit comme image, ne pas se priver du mot déshumanisation, qu'on n'osait plus trop employer aussi, parce qu'on pourrait trouver ça exagéré. Et je dirais juste deux choses. Bon, d'abord, la rentabilité qu'on a introduite à l'hôpital a produit cette déshumanisation en demandant aux soignants de travailler à flux tendu, à faire des horaires de 7h, 48 minutes, etc., avec l'informatique qu'il faut absolument nourrir. Voilà, donc rentabilité avec le personnel exactement qu'il faut, et on a abouti à ce Covid qui a produit, pas par le virus lui-même, mais par justement tout ce terrain qui était miné déjà, hein, c'est le cas de le dire. Et je suis intervenue cette semaine dans un webinaire sur la vulnérabilité à l'espace éthique des hôpitaux de Paris, dans une réflexion par rapport à la loi du 4 mars 2002 des droits des malades, qui va avoir 20 ans, donc qui a eu 20 ans, hein, là. Et donc, bon, j'ai un peu réfléchi sur la question, on avait un peu travaillé en amont, et mon propos s'est centré quand même pas mal sur le Covid, parce que ça va bientôt être fini, cette histoire de Covid, mais il ne faudra pas oublier. Et il s'est passé des choses assez terribles, notamment dans les EHPAD, où les personnes qui sont mortes loin de chez eux, et où on a ramené aux gens, aux familles, on leur a ramené des cendres, tout simplement. Dans les EHPAD, on a isolé brutalement les gens, et j'ai eu, on avait fait une écoute bénévole, des psychologues notamment, absolument en pleurs de ce qui se passait. Donc tout ça est tombé brutalement, sans vraiment de réflexion. Alors, je ne vais pas vous raconter ce que j'ai dit, c'était mardi, mais je voudrais juste vous dire un petit peu le fait que on manque, ce qu'a dit Roland, donc ça va dans la suite de ce qu'il dit, on manque vraiment de réflexion à l'aide des sciences humaines et sociales, de la philosophie, de toutes ces humanités, comme on disait. Elles nous font cruellement défaut. Et quand la directrice de la PHP, je ne sais plus comment elle s'appelait, qui était antérieurement directrice des ressources humaines chez Danone, a fait un livre, elle s'est retrouvée directrice des ressources humaines chez Danone, directrice des ressources humaines à la PHP, elle disait l'économique c'est éthique. Alors, bon, voilà. Parce donc, que le patient est un pot comme un autre. Voilà, donc je ne vous fais pas dire. Donc, voilà, il y a eu un traitement des mourants abominable, et je faisais référence à qu'on cite dans l'Exilé de l'intime, La solitude des mourants de Norbert Elias. En gros, il dit quand le mourant n'a plus de signification pour les autres, c'est une déshumanisation. Enfin, il ne dit pas exactement comme ça, mais je n'ai pas en tête. Et j'ai vu là récemment, le 9 mars, il y a un philosophe ukrainien qui a dit comment ça se passait avec les militaires qui mouraient, les militaires russes qui mouraient. On les balançait dans des fosses, on ne les ramenait pas aux familles. Vous voyez, donc c'est un peu le même, bon, pas comparé, mais c'est quand même le même esprit. Et si on prenait le temps de réfléchir, de parler, de penser ce qui nous arrive, au lieu de brutalement, cet isolement dans les EHPAD a été quand même très mal vécu pour beaucoup. Je ne dis pas que tout le monde l'a mal vécu, mais beaucoup l'ont mal vécu. Et donc, du coup, je suis allée voir le conseil scientifique concernant le Covid,
quelle était la composition de ce conseil scientifique. Je suis allée voir. Donc épidémiologistes, réanimateurs, virologues, etc. Enfin, vous imaginez, toutes sortes de médecins, dont je ne doute pas des qualités humaines, hein, c'est pas ça. Mais eux, ils vont traiter quoi? De la vie biologique. Ils vont pas de la vie nue, comme dit Agamben. Ils vont pas traiter tellement la part, tout ce qui est de l'ordre des relations humaines. D'ailleurs, distanciation sociale, au début, c'était un peu ça. Hein. En gros, les relations humaines, c'est dangereux. Hein. C'est ce qu'on nous disait, c'était infraliminaire. Et donc, je suis allée voir la composition, et vous savez que dans ce conseil de 24, je ne sais pas combien de personnes, il y a une anthropologue et un sociologue. Est-ce que vous les avez souvent entendus? Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Donc, je vous laisse la parole. Je vous laisse poser des questions. Est-ce qu'il y a un micro qui se promène dans la salle? Oui. Est-ce qu'on peut donner un micro pour les questions dans la salle? Il arrive. Merci Oleg. Bonsoir. Tout d'abord, merci au Théâtre Tourski pour ce rendez-vous. Merci à M. Gori, Marie-Josée, j'aime pas votre nom de famille, désolé. Merci M. Ça peut être Gori. Pour ces mots clairs et poignants. Si éloigné des discours politiques aseptisés où on ne sait pas ce qu'on veut nous dire et plein de sous-entendus. Donc je vais essayer de développer ma pensée correctement sur ce sujet si important, si concret qu'est la servitude. Donc il y a toujours un petit peu de pression dans cet exercice de prendre la parole sur ce sujet-là. Donc voici comment je réfléchis. Selon moi, il y a, la psychanalyse, on va dire, tremble de l'intérieur par ces théories dites du déclin du père, qui, selon moi, arrivent à peu près aux années 60 avec toutes les manifestations, et puis après prend d'autres formes, dont des formes politiques, donc avec par exemple le référendum pour la Constitution européenne, où le politique dit que les citoyens disent non et puis finalement c'est oui. Bon, tout plein d'exemples comme ça sur ces théories du déclin du père. Le père, lequel en psychanalyse, le père symbolique, c'est souvent représenté à travers la figure politique d'un président, du président, et donc depuis ces derniers mandats présidentiels, on arrive en 2022 et puis on observe quand même un réel désengagement des citoyens par rapport à la classe politique et donc c'est clairement symptomatologique de notre place à nous en tant que citoyens dans la société. Donc je vais essayer de faire court. Ma question en fait porte dans ce moment de campagne électorale sur les idées qui sont partagées, qui nous sont partagées par des candidats. Et j'observe qu'un certain nombre d'idées, par exemple sur la revalorisation des salaires, du SMIC, sur la retraite à 60 ans, donc sans citer de nom, mais j'espère que vous avez tous un visage en tête, mais sans parler donc de personnes, mais en parlant que des idées, j'observe tout d'abord un désengagement de la politique et en plus une certaine peur face à ces idées qui devraient au contraire nous rassembler et qui devraient faire du lien entre nous. Et en fait, moi-même, je commence aussi un peu à avoir peur, à me dire pourquoi quand on nous propose des idées belles, de solidarité, cohérentes, les gens, la masse, a peur de s'engager dans ces idées et préfère toujours le camp opposé qui est celui de l'intérêt privé et de la protection de ses intérêts avant de penser justement à quelque chose de plus fraternel. Donc voilà, ma question c'est celle-ci. Pourquoi des idées qui évoquent, je ne sais pas moi, la fraternité, toutes ces choses-là nous font peur?
Je crois qu'il y a plusieurs questions dans votre question. Donc c'est une série de questions en tiroir, si vous voulez. Sur le premier point, sur la question du déclin du père, tout ça, c'est pas trop ma tasse de thé. C'est-à-dire que je suis extrêmement réticent à une espèce de psychologisation des phénomènes sociaux, si vous voulez. Surtout si on pense que la fonction paternelle est nécessairement incarnée par le père. La fonction paternelle, comme la fonction maternelle, peuvent être incarnées par des personnages différents. Hein. Et donc, je suis un peu réservé, si vous voulez, sur cette psychologisation, encore une fois, des problèmes sociaux, et avec une vision justement trop rapide de ce que, quelquefois, les concepts de psychanalyse ont pu apporter. Sur le deuxième point, je suis beaucoup plus à l'aise sur votre question. Concernant, si vous voulez, le désengagement des citoyens par rapport à la politique. Je crois que c'est une réaction comparable à ce qu'avaient montré les psychologues sociaux dans les années 40-50 aux États-Unis, comme Carl Lewin, tout ça, à savoir que ça résulte d'une position d'apathie face, en quelque sorte, à un leader de groupe. Là, c'est de l'expérimentation de laboratoire, hein, mais en gros, si vous voulez, les gens deviennent apathiques à partir du moment où le leader décide pour eux et qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont aucune chance de pouvoir changer le processus du groupe. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, si vous voulez, je pense, on ne va pas psychologiser, mais je pense simplement que, effectivement, l'abstention, le désinvestissement sont des symptômes d'une maladie de la démocratie. Je pense que, si vous voulez, c'est une forme d'apathie, c'est une forme d'ennui qui constitue, pour moi, quelque chose de l'ordre d'une mélancolie. C'est-à-dire, c'est comme, si vous voulez, un phénomène, entre guillemets, de deuil. C'est-à-dire que, en gros, c'est la chute de l'illusion. Pour que, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais pour qu'une société tienne, et encore une fois, il n'y a pas que les psychanalystes ou les psychologues qui disent ça, vous l'avez chez Durkheim, qui est pourtant le fondateur de l'école française de sociologie et considéré comme positiviste. Même chez Durkheim, vous avez cette idée que va développer quelqu'un comme Cornelius Castoriadis, il faut un imaginaire pour qu'une société existe. Je dis une société, parce qu'un ensemble d'individus n'est pas forcément une société. Vous voyez, l'individualisme de masse que nous connaissons aujourd'hui n'est pas, en quelque sorte, le miroir d'une société. Donc, nous sommes en panne d'imaginaire. Et c'est un peu aussi de ça dont je parle dans le bouquin. Nous sommes en panne d'imaginaire, et il est plus que jamais nécessaire, justement, d'avoir des utopies. Pas l'utopie, c'est toute la deuxième partie du bouquin, pas l'utopie comme roman, vous voyez, ou pas l'utopie comme projet politique repoussant au lendemain qui chante, n'est-ce pas, le changement, etc. L'utopie comme étant la possibilité, dans toute situation, de faire surgir de l'inédit, de faire surgir de l'imprévisible. Et ça, je crois que, si vous voulez, ça dépend aussi des conditions civilisationnelles. Alors, quand vous dites pourquoi est-ce qu'on n'y croit pas, ou pourquoi est-ce qu'on ne choisit pas finalement les bonnes valeurs, pour aller très vite, les valeurs éthiques, ben, je crois parce que nous sommes prisonniers de ce que Gramsci appelait l'hégémonie culturelle. Et qui fait d'ailleurs, Gramsci, c'est intéressant parce qu'il montre que les dominés, dans leur manière même de s'opposer au pouvoir, en épousent pourtant la culture. Il dit par exemple, il est dommage de voir que les syndicats, comme le patronat, considèrent l'ouvrier comme un segment technique, comme un élément comme une fonction de production. Et il va se battre que là-dessus. Si vous voulez, l'hégémonie culturelle est là. Par exemple, on va prendre quelque chose qui va peut-être en fâcher quelques-uns, mais on voit bien comment, la manière dont on a pu s'opposer, si vous voulez, aux prescriptions hygiéniques et sanitaires contre le Covid. Eh bien, ça a été fait dans l'hégémonie culturelle du néolibéralisme, l'individualisme. Mon corps m'appartient. Ce qui est, du point de vue de la vaccination, une absurdité.
Le principe même de la vaccination ne repose pas, si vous voulez, sur la protection d'un individu, mais repose sur une protection collective. Donc si vous voulez dire, je ne dis pas qu'il fallait ou pas refuser, c'est un autre problème, c'est pas ça, c'est un choix politique. Mais je veux dire que dire en gros, mon corps m'appartient, je fais ce que je veux, et si je ne veux pas du vaccin, je le refuse, c'est méconnaître ce qu'il en est d'une politique de vaccination. Mais le problème, il est relativement clair, c'est que, parce que dans l'histoire, j'ai un peu travaillé la question, c'est mon avant-dernier bouquin, et pas celui-là, sur les fondements, si les fondements avaient déjà eu lieu. Le problème, c'est que, si vous voulez, pour qu'une politique de vaccination s'impose à une collectivité, il faut que l'autorité ait, en quelque sorte, que sa parole ait du crédit. Or, aujourd'hui, comment voulez-vous accorder le moins de crédit à une autorité politique qui a dit « les masques, c'est pas la peine, ça sert à rien, les masques, c'est dangereux, les masques, n'est-ce pas, on ne les met que quand on est malade, et les masques, il faut les mettre tout le temps ». Il est évident qu'une telle parole est discréditée. Comme il fallait reconnaître que, Marie-Josée l'a dit, j'ai développé dans l'avant-dernier bouquin tout ça, n'est-ce pas, et il va de soi que ce n'est pas le virus qui produit le Covid, c'est l'interdépendance entre l'hôte et l'agent infectieux. C'est-à-dire que, si vous voulez, on sait bien que le paradigme pasteurien est effondré aujourd'hui. Le paradigme de Koch et Pasteur, il est effondré. On sait bien que, en gros, ce n'est pas les virus ou les bactéries qui, en quelque sorte, nous attaquent. C'est la modification du biotope par le changement de nos modes de vie qui fait que, par exemple, aujourd'hui dans l'Antarctique, vous avez le drame du permafrost, où vous avez une décongélation qui libère, d'après ce que disait Jean-Michel Claverie, qui libère quelque chose comme 300 000 agents infectieux. Et vous avez dernièrement un enfant inuit de 12 ans qui est mort de l'anthrax en provenance de la décongélation d'un cadavre de renne. Donc, si vous voulez, on ne peut pas simplement dire c'est la bactérie, c'est le prion, c'est le virus. C'est en quelque sorte la transformation que nous imposons à la nature par nos modes de vie qui libère en quelque sorte des agents infectieux. Et comme l'a très bien dit Marie-Josée, comme par ailleurs on a cassé les dispositifs de santé, on a mis l'hôpital à l'os, du coup on n'avait plus le personnel pour faire face à une telle épidémie. Or, il est prouvé, par exemple, dans toutes les études épidémiologiques, il est prouvé que la possibilité de guérir est fortement liée à une infrastructure hospitalière en continu, pas seulement en temps de crise. Par exemple, pour Ebola, Ebola produit 80% de décès dans des pays à faible infrastructure hospitalière et 50% de décès dans des pays avec une bonne infrastructure hospitalière. Pour le choléra, on sait que 90% des patients, n'est-ce pas, guérissent spontanément dès lors qu'ils sont suffisamment pris en charge, réhydratés, soignés, etc. Donc en quelque sorte, tous nos morts du Covid, et nous le savons quelque part, tous nos morts du Covid ne sont pas imputables qu'au mauvais virus. Tous nos morts du Covid sont aussi imputables, n'est-ce pas, au dénuement dans lequel on a mis nos structures hospitalières et également la manière dont, quand les Russes vont forer dans l'Antarctique, ils décongèlent le permafrost. Et donc ils libèrent des agents infectieux. Donc il ne faudra pas dire, n'est-ce pas, si vous voulez, dans l'histoire, mais ça je ne parle pas, c'est une autre conférence, dans l'histoire des épidémies, il y a ce qu'on appelle les transitions épidémiques, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a changé nos modes de vie, il y a eu des épidémies. Donc c'était évident qu'avec la mondialisation, il y aurait des épidémies. Tout historien sérieux, si M. Blanquer n'avait pas démoli, mais il y a eu d'autres imbéciles avant lui, n'avait pas démoli, si vous voulez, l'enseignement d'histoire ou l'enseignement de littérature, il suffit de lire les écrivains pour se rendre compte à un moment donné, n'est-ce pas, ou les historiens, la peste à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ avec Thucydide, etc., vous les avez, les éléments. Par exemple, Kiel Harper a montré que la chute de l'Empire romain n'est pas due, si vous voulez, à l'invasion des barbares, c'est dû à un changement climatique, ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, et c'est dû également à la peste justinienne et la peste antonine, qui ont flambé
du fait même de la victoire des Romains qui ont étendu leur territoire. C'est-à-dire c'est leur réussite d'expansion territoriale et économique qui a été la cause, si vous voulez, de leur chute, d'une certaine manière. Bon, je finis, oui, mais juste pour... D'autres questions. Mais juste pour vous dire, si vous voulez, que c'est de là dont il faut partir. Donc nous sommes prisonniers d'une culture dont nous avons à nous échapper pour pouvoir penser. Une question aussi. Bonsoir tout le monde. J'aimerais bien poser une question sur le sujet des algorithmes qui me paraît quand même le sujet assez brûlant aujourd'hui. Et je vais partir pour ça de la pensée de Harari, que certains connaissent un petit peu, qui nous explique que de tout temps, l'humanité a besoin de fiction pour la guider. La fiction qui a fonctionné pendant longtemps, c'était l'humanisme, qui était basé sur le libre arbitre et la pensée qu'on prenait les décisions qui pour nous étaient les meilleures. Aujourd'hui, on comprend que ce libre arbitre il est plus fragile que ce qu'on pensait. Et les algorithmes débarquent en nous disant on sait peut-être un peu mieux que vous ce qu'il vous faut. En fait. Du coup, il y a un monde un petit peu à Aldous Huxley qui se dessine, avec la pilule du soma, en disant on peut vous promettre un bonheur, un confort qui sera beaucoup plus sûr et certain que si vous prenez les décisions que vous pensez être bonnes. J'aimerais bien vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'on perd quand on fait ça, quand on choisit ce chemin-là. Je crois qu'on perd la capacité de penser. C'est-à-dire que, si vous voulez, qu'on se serve des algorithmes pour prédire, par exemple, des risques, pour élaborer des scénarios, c'est indispensable, puisqu'on en a les moyens. Mais il repose sur une fonction calculatrice qui anticipe le futur en tant qu'image composée par les éléments du passé. C'est ce qu'on appelle le signe noir, vous savez. C'est-à-dire qu'en gros, jusqu'au XVIIIe siècle, tous les signes étaient blancs, puisqu'on n'avait rencontré que des signes blancs. Donc on n'avait pas prévu l'imprévisible, l'hétérogène, c'est-à-dire le signe noir. Je ne sais pas si je suis clair. Alors, comme je sais que j'ai été très bavard, je vais essayer de me limiter, mais là, je vous renvoie au travail de quelqu'un que nous aimons bien, qui est Patrick Zilberman, qui montre bien comment, au niveau des infections et au niveau des différents modèles, si vous voulez, je ne sais plus comment ça s'appelle de son bouquin, peu importe, je vais citer dans l'autre, mais bon, peu importe, Patrick Zilberman, sur les épidémies, il en a écrit quelques-uns, mais notamment celui qui est paru chez Gallimard, et qui montre que, aussi, si vous voulez, c'est en quelque sorte parce qu'on ne s'est fié qu'au calcul prédictif qu'on n'a pas imaginé ce qui pouvait advenir. Et que même pour les épidémies, il est important de pouvoir imaginer ce qui peut advenir. Et je vous donne juste cet exemple que j'ai beaucoup développé dans mon livre précédent, qui est l'intuition politique de Bill Clinton. Bill Clinton a eu l'intelligence, en 96-97, de dire la chose suivante: le danger pour l'humanité n'est pas seulement le nucléaire, c'est le bioterrorisme et le retour des épidémies. Et est-ce que vous savez comment il en arrive à cette conclusion qui va bouleverser pendant quelques années les structures états-uniennes en matière d'épidémie? À partir de la lecture d'un roman de science-fiction de Richard Preston qui s'appelle L'affaire Cobra. Ce bouquin bouleverse Bill Clinton. Il pige à ce moment-là qu'il y a un danger politique pour l'humanité, c'est la possibilité de cultiver des virus et de balancer ça, n'est-ce pas, dans les masses de population. Et là, il comprend quelque chose. Je ne vais pas vous raconter non plus le livre de Patrick Zilberman, Marie-Josée n'appréciera pas, mais je développe. Et donc, si vous voulez, pour moi, ça va tout à fait dans le sens de ma paroisse, si j'ose dire. Il ne s'agit pas de renoncer au calcul, il s'agit de considérer que le calcul ne peut nous apporter que ce qu'on connaît déjà, et que pour pouvoir penser le devenir, il nous faut avoir l'imagination. La pensée, c'est l'imagination. Et là encore, je vous fais juste une référence en passant, quand Hannah Arendt parle de Eichmann à Jérusalem, qu'est-ce qu'elle dit?
il n'avait pour tout langage que le langage administratif. Il avait mis à l'intérieur de lui-même le langage administratif, il était dans l'incapacité de penser, et quelqu'un qui est dans l'incapacité de penser ne peut pas avoir de sens moral. Notre morale, elle est consubstantielle à notre capacité de penser qui présuppose l'imagination. Alors j'espère que la prochaine réunion, nous serons de l'Université populaire, on sera sur le site de Foucault, et je pense que mon ami Frédéric Gros, qui est l'éditeur de Foucault, comme vous savez, sera là. Il y aura Ariana, il y aura Christian Mallory, et je pense que Frédéric sera là. Et Frédéric Gros vous dira, on était ensemble à Strasbourg, il vous dira un peu ce que je suis en train de raconter, à savoir qu'il n'y a pas de pensée sans imagination. Et c'est pour ça que je déteste M. Blanquer. En fait, je voulais juste, par rapport à ce que vient de dire Roland, ça m'a fait penser à le texte de Heidegger sur l'époque des conceptions du monde. J'ai travaillé il y a longtemps. Et il dit, alors les mathématiques, bien sûr, ont une valeur poétique et c'est pas... bon, on ne peut pas le résumer comme ça. Mais dans ce texte, il dit « ta mathémata », ça veut dire le connu. Et il donne comme exemple, quand vous avez 3 pommes sur une table, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez 3. Vous ne voyez pas la pomme, la couleur, etc. Donc il dit, vous voyez 3. Donc les algorithmes, enfin il me semble, hein, je fais cette association, je ne sais pas si elle est très pertinente, mais c'est ça, c'est quelque chose du connu qui nous est présenté avec les algorithmes. Hein. On ne va pas aller vers du côté effectivement de l'imagination, de la création. Si je peux me permettre très brièvement de répondre à cette question, ce qui est troublant, je trouve, de plus en plus, c'est qu'on a tendance à croire qu'on perd cette qualité de la créativité et de l'imagination avec les algorithmes. Aujourd'hui, il y a eu des tests qui ont été faits avec des algorithmes qui créaient des musiques, et des spécialistes de musique étaient réunis dans une salle et qui devaient juger à l'aveugle quel était le morceau qui avait été créé par un algorithme et quel était le morceau qui avait été créé par des grands chefs qu'on connaissait. Et ils se sont trompés. Il y a aujourd'hui des nouvelles qui commencent à être écrites parce que les algorithmes apprennent de plus en plus vite et vont être capables aussi dans ces domaines-là, sans doute, de nous surprendre. Donc, et même dans le sens moral, vous parliez de morale, qu'on présuppose comme étant vraiment une essence de l'humanité, notre capacité à faire des choix. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus moral? Est-ce que c'est une voiture automatique qui, du coup, dans n'importe quelle circonstance, choisira la solution d'éviter des enfants sur la route pour tuer le conducteur à l'intérieur, ou alors le conducteur qui devra réfléchir en une fraction de seconde pour savoir si oui ou non il sauve les enfants, il sauve sa vie. C'est-à-dire que tous ces domaines, qui historiquement sont des domaines purement humains, deviennent, on sera et on est dépassé un petit peu par les algorithmes. Donc ma question, que je repose un petit peu, mais c'est qu'est-ce qui nous reste? C'est une question compliquée, c'est qu'est-ce que c'est que l'essence aussi de notre humanité? Quand on enlève ça, la capacité de se tromper, le droit de se tromper peut-être, je ne sais pas. Ben, oui. Alors, c'est très important et très intéressant. D'une part parce que vous apportez, si je peux me permettre, une petite réserve à ce qu'a dit Marie-Josée, à savoir que c'est davantage l'utilisation que nous faisons des mathématiques ou des algorithmes que... D'accord. Voilà, mais je pense suis tout à fait d'accord. C'est une scientifique. Bon, c'est-à-dire qu'en gros, pour aller très vite, il n'y a pas une malédiction dans les mathématiques, ou il n'y a pas une malédiction, si vous voulez, dans les programmes algorithmiques, parce que l'algorithme, vous le savez sans doute mieux que moi, c'est rien d'autre qu'un programme donnant une série d'opérations, sauf qu'avec les ordinateurs, cette série d'opérations permet d'obtenir des résultats avec des milliards de fois plus rapidement que si on avait suivi un chemin méthodique, si j'ose dire. Bon. Donc, il y a cette part, comme par exemple, il faut voir, si vous voulez, chez par exemple Heisenberg, lorsque il découvre en quelque sorte aussi la granularité de la matière, il le fait aussi dans comment dire, il le fait dans une verve poétique qui est assez extraordinaire. Il faut lire notamment l'ouvrage de Carlo Rovelli qui est tout à fait formidable là-dessus, si vous voulez. Justement, les grands scientifiques, les grands physiciens, ils étaient aussi poètes.
déjà même avec Galilée, vous voyez, qui dit en gros déchiffrer le grand livre de la nature avec justement les mathématiques. Mais déchiffrer le grand livre de la nature. C'est-à-dire la nature reste quelque chose de l'ordre, encore une fois, du livre. Donc, premier point que je voudrais répondre, c'est que nous, nos copains mathématiciens ou nos copains physiciens, quand on parle avec eux, si vous voulez, ils considèrent que la manière dont on utilise les sciences ou la manière dont on utilise l'informatique, on était encore il n'y a pas longtemps avec Emmanuel Saint-James, qui est prof d'informatique à Orsay, si vous voulez, est pauvre et stupide. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité interne de création d'infini. Un peu ce que vous dites. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est là où c'est intéressant, c'est que autant je suis d'accord avec vous pour dire que les grands mathématiciens, comme les grands physiciens, ont une conception justement de la science qui ouvre quelque part vers une part d'instabilité, une part de chaos, une part d'hétérogénéité. Et donc, d'une certaine manière, il nous restitue l'instabilité du monde qui nous invite à penser et à créer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que vous donnez, c'est effectivement les machines apprenantes aujourd'hui ont cette capacité, en quelque sorte, non seulement de reconnaître, mais de fabriquer de nouveaux moyens de créer. Nous sommes encore d'accord. Là où je ne suis plus d'accord avec vous, c'est quand vous parlez, par exemple, et assez intéressant, de voitures automatiques. C'est-à-dire, c'est comme si la probabilité ou la décision pouvait résulter d'un pur calcul probabiliste, transformant effectivement l'humain en profil que j'appelle bio-algorithmique. Et là, il y a un problème. Il y a un problème parce que, si vous voulez, on évoluerait vers un monde qui déposséderait les humains des capacités d'élaborer une morale basée sur la parole, basée sur une décision prise avec une part d'incertitude, puisque, en gros, déjà, on va dire le calcul, hein, pour ne pas parler d'algorithme, on va faire simple, le calcul vous donne la résultante. Alors c'est comme ça, par exemple, on l'avait cité dans la santé totalitaire, c'est comme ça, par exemple, que 2 patientes américaines avaient demandé le remboursement de leur chimiothérapie à leur mutuelle, je ne sais plus dans quel État américain c'était. Oregon, n'est-ce pas? Et on leur a répondu, étant donné que la chimiothérapie pour vous a 5% de chance de réussir, nous ne vous rembourserons pas la chimiothérapie, mais nous vous proposons un suicide médicalement assisté. Là, on est